Ce soir, on est donc avec Valérie Trierweiler. Bonsoir Valérie, Bonsoir. Journaliste politique à l'Hémicycle. On est avec Frédéric Hermel, journaliste RMC écrivain. Bonsoir Frédéric. Et Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Nos invités ce soir, Daniel Riolo, consultant RMC Sport. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Et par Skype, Éric Dimeco, ancien international français et joueur mythique de l'Olympique de Marseille. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes à Marseille, d'ailleurs tout de suite on pourrait interroger Éric Dimeco. Vous êtes près du stade, Éric Dimeco? Oui, je suis chez moi, j'habite pas loin du stade et je vais y aller dans pas longtemps. Là. Ah bon, mais vous êtes prudent, pour l'instant vous êtes chez vous. On espère évidemment que cela va bien se passer ce soir. Il faut rappeler évidemment à nos téléspectateurs qui ne suivraient pas forcément le football, mais là on parle pas seulement football, on parle hélas de ce qui est extra sportif. Je dis bien hélas parce que si ce match a lieu ce soir entre Marseille et Lyon, c'est parce qu'il y a à peine un mois, ce même match n'a pas pu se jouer à cause de ce qui se passait à l'extérieur du stade, parce que maintenant, c'est pas seulement dans le stade, et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était souvent dans les stades que ça se passait, la violence entre les supporters. Maintenant, c'est même à l'extérieur. C'est plutôt nouveau, ça d'ailleurs, Éric Dimeco. Non, c'est pas nouveau, puisque moi je suis un vieux monsieur et j'ai joué dans un autre siècle, mais il y avait déjà eu des agressions de bus, j'en ai été victime, j'en ai entendu parler. On caillassait déjà les bus à l'époque. Ah oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Mais pas au point quand même qu'on ait un entraîneur ensanglanté. Je ne sais pas si on va revoir les images de Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, qui quand même, on comprend que le match a été annulé il y a un mois, qui est reparti de Marseille ensanglanté. Ça risque pas de lui arriver à nouveau ce soir, puisque depuis, l'Olympique lyonnais a changé d'entraîneur. Mais il va avoir un bon souvenir de la France, lui, Fabio Grosso. C'était bon, là il y a eu un blessé, c'est pour ça que ça a marqué les esprits, mais quand des vitres explosent et que d'autres projectiles arrivent, si on ne se jette pas dans l'allée centrale, on peut recevoir un mauvais coup aussi, et je vous le répète, ça nous est arrivé aussi à l'époque, bien sûr. Vous dites en gros, c'est normal, il faut avoir des réflexes, c'est tout. Sauf que parfois il y a des morts. C'est ce qui est arrivé. Normal, hein. C'est ce qui est arrivé à Nantes le week-end dernier, parce que évidemment, ce n'est pas l'apanage des supporters de l'OM ou de l'OL. Hein, on le voit bien ces derniers mois, quand même, ce sont des choses qui se sont reproduites un peu partout. Je pense aussi à l'OGC Nice. C'est quand même un problème aujourd'hui qui semble récurrent, plus récurrent qu'avant. Ah là, non, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le football étant le reflet de la société, c'est le sport le plus populaire, le sport le plus accessible. Vous allez parler d'une société qui est de plus en plus violente. Et bien sûr, dans le football, on a nous aussi nos gros problèmes, je le répète, qui ne datent pas d'hier. Hein. Et il y a déjà eu des interdictions de déplacement de supporters par le passé. Je crois que certaines personnes dans les pouvoirs publics pensaient que on pouvait continuer ou refaire voyager des supporters et on se rend compte avec ce qui s'est passé ces derniers temps que c'est pas possible. Alors bien sûr que ça ne résoudra pas le problème des bastons entre supporters parce qu'ils sont capables de se donner rendez-vous sur des aires d'autoroute pour se bastonner. Mais que je sache, dans notre pays aujourd'hui où, je le répète, la société est de plus en plus violente et où on a beaucoup d'autres soucis que gérer des supporters de football, je pense que la police a autre chose à faire aujourd'hui que de venir en masse autour des stades pour protéger un match de football. Donc si pour faciliter le travail de la police et c'est pour préserver la santé des supporters, il faut pendant un certain temps empêcher les déplacements de supporters, je pense qu'il faut le faire. Ça ne réglera pas tous les problèmes de violence dans le foot, mais en tout cas, ça évitera de voir les images qu'on a vues ces derniers temps parce que c'est des supporters qui se déplaçaient la plupart du temps. Et donc ça, il faut empêcher. Il y a eu un mort. Voilà, il y a eu un mort, c'est grave. Et là, on ne peut plus rester comme ça sans rien faire. Ouais. Voilà, la mort d'un supporter, donc... On le rappelle, la mort d'un supporter du FC Nantes ce week-end en marge d'un match de Ligue 1 contre Nice. Et vous l'évoquez, cette décision prise par l'État et les instances de football qui ont décidé d'interdire tout déplacement de supporters pour les matchs classés à risque, et ce jusqu'au 18 décembre. On écoute peut-être la ministre des Sports. On ne peut pas se permettre d'avoir des forces de l'ordre aussi sursollicitées dans le contexte sécuritaire que l'on connaît. Il faut qu'on ait vraiment un moment comme un moratoire sur ces déplacements de supporters pour qu'il y ait une prise de conscience collective, un sursaut. Ça ne peut pas durer comme ça.
La ministre des Sports a absolument raison, ça ne peut pas durer comme ça. Vous aviez raison, vous aussi, Éric Dimeco, de dire qu'effectivement, dans le passé, on s'en souvient, il y a eu même parfois des choses bien plus graves. On se souvient du match en Belgique au stade du Heysel. À l'époque, c'était un match que jouait Michel Platini, si ma mémoire est bonne. Au moins, maintenant, les matchs ne sont pas joués quand il y a un gros problème. Pas toujours, mais le plus souvent possible. Le match ne s'est pas joué il y a un mois. Suite à ce qui s'est passé là-bas, je crois que le match avait continué. Ça avait fait un scandale énorme à l'époque. Si vous faites référence au match de 85, oui. Le match c'était quand même déroulé. Le contexte, pour suivre un petit peu sur ce que disait Éric, que ça ait déjà existé, oui. C'était surtout autour de certains clubs. Certains clubs avaient des supporters qui étaient plus agressifs. Il y avait Paris, il y avait Marseille. Là maintenant, c'est un phénomène qu'on trouve dans énormément de clubs. Et surtout, on n'a jamais eu une telle série. Les événements, c'était un par an, 2 par an. Là, depuis 18 mois environ, si vous vous mettez à faire un inventaire, on terminera à 21h. C'est absolument terrible. Et on le disait, vous savez, la phrase qu'on répète souvent, ça va mal tourner, il va finir par y avoir un mort. Eh bien, on l'a eu, le mort. Le mort, on l'a eu. Alors, c'est pas un supporter qui a tué un supporter, c'est des supporters qui attendaient des supporters adverses, qui ont agressé la voiture dans laquelle étaient les supporters niçois. Le chauffeur VTC est descendu de la voiture, pardon. Il avait un couteau et il a réglé son compte aux supporters nantais. On peut légitimement croire que s'il n'y avait pas eu de déplacement de supporters, cet incident n'aurait pas eu lieu. Oui. La ministre a envie de prendre ce problème à bras-le-corps et elle a bien raison. Elle a envie d'impliquer et la Ligue et évidemment les pouvoirs publics, mais surtout la Ligue et les responsables de clubs. Parce que trop longtemps, les dirigeants de clubs ont laissé... je ne veux pas dire qu'ils ont mis la poussière sur le tapis, mais bon, c'est une affaire que doivent régler les flics, ça. Et puis surtout si c'est en dehors du stade. Parce qu'à l'intérieur du stade, le problème, on l'a réglé. Les caméras, elles identifient n'importe quel fauteur de trouble. Le gars prend une interdiction de stade, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On peut durcir, on peut mettre interdiction de stade à vie, même si on veut. Ça les empêche pas de continuer, hein. Ils savent qu'ils vont se faire prendre dans le stade et ils continuent. Non mais ça s'est quand même calmé, par exemple, au Parc des Princes. Au Parc des Princes, ça s'est calmé. Pour le Paris Saint-Germain. À l'intérieur des enceintes sportives, on a réglé. Parce qu'on peut identifier. Et quand on identifie, ça refroidit quand même les ardeurs du fauteur de trouble. Oui, mais Daniel, on a quand même plein de matchs qui sont arrêtés à cause de des gens qui jettent des projectiles sur des joueurs. On a eu ça dans la fameuse série que j'évoquais tout à l'heure. Vous pensez à Manu Payet, qui joue au Brésil d'ailleurs, maintenant qu'il n'est plus à l'OM. Néanmoins, le gars a été identifié, il remettra plus les pieds dans le stade. Donc déjà, au moins, on peut... Parce que là, le problème quand c'est autour du stade, c'est qu'on ne peut pas les identifier. Donc on ne peut pas coller ces fameuses interdictions de stade. Donc les mecs peuvent continuer. Et peuvent revenir et peuvent à nouveau... J'ai dit Manu, c'est Dimitri Payet qui a reçu. Je pensais à Manu, mon collègue humoriste. Mais Dimitri Payet est un formidable joueur. Et c'est vrai que je me souviens quand il a pris cette bouteille d'eau sur la figure au moment de tirer un corner, c'était terrible. Le match a été à rejouer et à huis clos. Donc maintenant, la ministre propose un moratoire. Évidemment, au vu de ce qui s'est passé, il faut arrêter. Il faut arrêter les déplacements de supporters. Jusqu'au 18 décembre. Ensuite, il va falloir discuter. Il va falloir que les dirigeants de clubs parlent avec leurs associations de supporters parce qu'ils connaissent tout le monde. Ils connaissent les leaders des associations de supporters. Ils dealent toute l'année. Hein. Vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de mettre des banderoles. Vous avez le droit. Donc, ils savent. Ils les ont, les interlocuteurs. Et ensuite, la Ligue va devoir taper du poing sur la table, Vincent Labrune, pour responsabiliser ses dirigeants et dire faites le ménage dans vos associations de supporters. La police fera le reste du ménage. Donc, vous dites que là, finalement, enfin, une sanction qui peut servir vraiment à quelque chose et avoir un impact. Le moratoire, c'est une première étape. Ensuite, moi, je suis toujours un petit peu embêté quand on va prononcer une sanction collective pour tout le monde. Parce que légitimement, il y a des associations de supporters qui vont dire « Ouais, pourquoi ça nous tombe dessus ? Pourquoi ça nous tombe dessus ? Nous, quand on se déplace, on cause pas de soucis, nous. Pourquoi c'est pour tout le monde ?» Ce qui est la grande majorité quand même des supporters. Dans un premier temps, moratoire. Dans un deuxième temps, on va discuter. Et puis on va délivrer les bons points, comme à l'école. Vous avez fait le déplacement, vous en avez fait 10, il ne s'est rien passé. Vous avez le droit de continuer. Mais au premier incident, vous vous déplacez plus. Est-ce qu'Éric Dimeco est d'accord avec ça? Et après, on donne la parole à Louis Morin et Valérie Trierweiler. Oui, globalement, c'est vrai que la punition collective est toujours un petit peu gênante. Et puis, je le répète, surtout, empêcher les supporters de se déplacer ne régleront pas tous les problèmes de violence qu'il y a entre supporters.
on sait très bien qu'il y a je l'ai dit tout à l'heure, des rendez-vous autour du football pour assouvir une violence qui est dans toute la société. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir peut-être, en effet, recommencer à faire voyager certains supporters, mais ne jamais oublier que quand l'incident qui s'est passé au Stade Vélodrome avec l'Olympique Lyonnais, les supporters ont été autorisés à se déplacer ce soir-là et ils étaient encadrés par beaucoup de policiers. Si les supporters lyonnais ne s'étaient pas déplacés ce soir-là, peut-être qu'il y aurait eu un petit peu plus de policiers autour du bus des joueurs, et peut-être que les responsables du caillassage du bus des joueurs auraient été interpellés. Parce que le problème en dehors du stade, pour sanctionner des gens, il faut les attraper. Et là, il n'y avait pas assez de force de police aujourd'hui. On s'en est rendu compte autour du bus des joueurs de l'OL. Voilà, c'est pour ça que mettons le paquet sur la protection des joueurs et des adversaires qui se déplacent. Et après, en effet, comme le disait Daniel, peut-être il y a des clubs qui ne posent pas de problème. Eh bien, pourquoi les pénaliser ? Valérie Trierweiler. Je vous entends dire qu'il n'y a pas assez de policiers, c'est quand même malheureux, quoi. À chaque fois qu'on parle du foot, c'est pour parler de violence et de problèmes. Il faut des quarts de CRS autour des stades. Moi, je passe régulièrement par le Parc des Princes. Quand il y a un match, ce sont des dizaines de quarts de CRS. Le stade est encerclé. Donc voilà, c'est du sport. Comment on en arrive là? Comment on en arrive à une situation de violence? Et moi, je salue quand même le courage de Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui prend cette décision. Bien sûr, bien sûr. Qui est courageuse. Elle en a eu d'autres. Elle a viré Laporte, elle a viré Le Gret pour d'autres raisons. Mais cette décision-là, elle est courageuse. Même si je rappelle qu'en 2019, il y a eu 38 arrêtés préfectoraux pour soit repousser des matchs, soit limiter les supporters, soit du déplacement. Donc c'est vrai que le problème n'est pas nouveau, mais il ne fait que s'amplifier. Donc, Louis Morin. Alors, justement, je crois que vous avez tout dit, Valérie Trierweiler, dans la dernière partie de votre phrase, c'est-à-dire que ça a déjà été tenté en réalité. L'interdiction de déplacement des supporters, c'est très bien, mais on utilise un arrosoir pour éteindre un feu de forêt. On sait très bien que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème durablement. Qu'est-ce que vous feriez, vous, alors? Mais la réalité, c'est que vraiment, en fait. la réalité, c'est qu'il y a un problème de violence systémique dans le football et qu'il faut le reconnaître pour commencer à s'attaquer et trop de complicité. Déjà, il y a un problème éducatif. C'est pas normal qu'on pense qu'on peut, comme ça, de manière impunie, continuer à venir pour faire le coup de poing aux abords d'un match de football ou même d'ailleurs aux abords de n'importe quel événement sportif. C'est pas les valeurs du sport à l'origine. Comment ça se fait que dans ce sport, ce soit devenu presque culturel pour toute une partie tu me permets, Daniel, des hooligans. Je rejoins il y a Eric. un mot qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de cette émission. C'est quoi? Le mot ultra. Nous avons un grave problème avec les ultras en France. C'est-à-dire les supporters ultra, et qui sont les groupes les plus organisés. Il y a une faille des services de renseignement. Mais c'est au-delà de ça. Non, il faut quand même identifier. Il faut quand même commencer par identifier. Oui, mais on les connaît tous. Mais les ultras sont identifiés. Ils ne sont pas tous identifiés. Ne soyez pas ultra vous-même et laissez-vous parler, ça serait mieux. Ils négocient. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu une complaisance avec les groupes ultras en France depuis très longtemps. Premièrement, dans la sphère médiatique. Parce qu'on considère que les ultras, dans la presse sportive, on aime beaucoup donner la parole aux C'est les meilleurs clients. C'est les meilleurs clients. Et puis surtout, alors soi-disant que sans eux, il n'y a pas d'ambiance dans les stades. On leur a délégué l'ambiance dans les stades. C'est vrai. Donc parfois, on a dit, oui, bon, ils sont parfois un peu violents, mais ils animent les gens, ils animent, c'est bien, c'est cool, ça fait des belles images. Ensuite, la complicité de certains présidents, de certains dirigeants. Tu parlais de l'axise, moi je vais plus loin. La complexité parce que c'est bien. Ils sont complicité, parfois... vous dites. Oui, parce que les ultras... Mais tu peux pas punir, tout le monde. Je termine. On va expliquer aux gens parce que les gens ne connaissent pas forcément le sujet. Mais très mal. Désolé, très mal. Laisse-moi terminer. Tu es en train de perdre du temps là. Laisse-moi terminer, Daniel. Et on n'est pas l'after ici. Non, j'ai l'habitude des joutes avec monsieur, donc vous inquiétez pas. Non, le problème c'est que les ultras sont souvent les bras armés de certains présidents. Voilà. C'est-à-dire qu'ils soutiennent les dirigeants. Parfois, quand les résultats sportifs sont pas très bons, eh ben. Daniel Riolo, pourquoi c'est faux? Pourquoi vous dites que c'est faux? Tu sais très bien que plein de présidents, et dans un grand club comme Marseille par exemple, quand Bernard Tapie laisse la vente des billets par exemple à des ultras, si ça s'appelle ça pas de la complicité. Bon, j'ai tort ou je n'ai pas tort? Daniel Riolo. On va aller trop loin dans l'histoire et on n'aura pas le temps. Parce que comme il a tort, il ne veut pas. Parce que ça va nous prendre trop de temps. Mais oui, mais il y a des complicités entre les présidents et les ultras. Donc je vais juste me contenter de dire que je vais sortir mon carton rouge, vous allez être expulsé. Et je vais répondre à lui. Ça te gêne qu'on dise la vérité? L'interdiction de déplacement, mine de rien, elle a des effets parce que dans la culture ultra du déplacement,
on aime se déplacer en bande. Et donc, le fameux parquage, l'endroit qui est réservé. Mais Valérie Trierweiler l'a dit tout à l'heure, ça a déjà été fait des dizaines de fois, les interdictions de déplacement. Ça ne résout rien. C'est plus d'interdiction de stade qu'interdiction de déplacement ou des huis clos. Ça éteint le problème pendant quelques semaines. Quand vous l'interdisez, mine de rien, le problème n'existe plus. Et d'ailleurs, il existe toujours. Mais non, quand ça a été interdit, il y avait plus temporairement, mais il revient juste après. Il revient si vous rouvrez la porte. Ou alors on interdit définitivement effectivement les déplacements dans les stades. Si vous voulez que je vous fasse un historique, vous me laissez parler, je vais vous faire un historique. Quand on les empêche de se déplacer et d'être tous ensemble, forcément ça les refroidit, ils n'y vont plus. À part quelques bandes qui vont y aller, comme disait Eric, pour se retrouver et faire la baston, mais ce sera plus facile à gérer, parce qu'ils ne seront pas nombreux. Pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'arrêtés préfectoraux qui les ont empêchés. Il y a un député qui s'appelle Sacha Houlier, qui, au bout d'un moment, parce qu'il adore le foot et il aimait bien les déplacements de supporters et la façon dont un stade vivait, s'est dit, au bout d'un moment, le contexte s'est calmé, il y a moins d'incidents, essayons de faire revenir les supporters adverses dans les stades. Il y a eu beaucoup de dialogue, ça a repris. Il n'y a pas trop eu de problème. Ça s'est plutôt bien passé. Sauf que là, depuis 18 mois, effectivement, on a de nouveau beaucoup de problèmes. Donc, on réagit et on dit, on interdit, on fait un moratoire et on discute. Parce que la violence est intrinsèque à ces groupes, Daniel. La violence fait partie de la culture ultra. C'est quoi votre volonté? C'est d'interdire définitivement les déplacements des supporters? Moi, je pense que définitivement, ça n'est pas la bonne option. Je pense que dans un premier temps, c'est quand même légèrement attentatoire aux libertés publiques. Mais... Et, donc voilà. Non, parce qu'on a toujours moyen d'aller avec ses propres moyens de locomotion, encourager son équipe si on en a envie. Voilà. Ça n'est interdit à personne. Un moratoire, discussion, on voit comment ça se passe, on va interdire pendant un certain temps et on va essayer de renouer un dialogue pour voir si on est capable d'éliminer déjà les problèmes. On ne va pas interdire définitivement, de toute façon, c'est pas possible. La réalité, Daniel Riolo, vous le savez bien, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau de violence qui a complètement explosé dans le monde du foot, et y compris d'ailleurs dans le monde du foot amateur. C'est pour ça que je suis pour l'arrêt pour l'instant. Ce week-end encore, il y a des arbitres dans le Finistère qui se sont mis en grève parce qu'ils se disent victimes de violences de manière absolument exponentielle. C'est cette équipe de la région parisienne. C'est pas les violences des ultras. Mais c'est une violence d'un père de famille qui va pour défendre son fils, mais c'est une violence systémique qui se développe dans le football. Mais bien et qui participe aussi à l'augmentation des violences des ultras, en réalité, des hooligans. Football, comment ça doit se passer, en fait? Eh ben, ça doit se passer. Il faut régler les problèmes. Il ne faut pas tirer des grandes conclusions. On doit justement. Des clubs en Espagne l'ont fait en virant les ultras. On doit commencer tout d'abord à sanctionner, parce qu'il y a aussi un problème de justice dedans. C'est que la justice. Absolument. Ne fait plus peur à personne. Oui. Éric Dimeco veut intervenir et ça tombe bien, c'est lui qui va conclure. Il nous reste 1 minute. En plus, il doit se rendre au stade. Alors, vous avez 1 minute à peine, Éric Dimeco. Oui, non, parce que Fred disait, on a viré les ultras en Espagne, ça se passe mieux. Ça, c'est la vieille légende qui nous explique qu'en Angleterre, on a réglé le problème du hooliganisme en expulsant et avec des interdictions de stade et en montant les places de stade. Sauf que la violence s'est déplacée dans les catégories inférieures. Ta grande solution. Laissez parler Éric Dimeco et c'est fini après, de toute façon. Je disais qu'on prend toujours pour exemple l'Angleterre où soi-disant on a réglé le problème en première ligue de hooliganisme, sauf que la violence s'est déplacée dans les catégories inférieures en réalité. Donc le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on voit nous tous les samedis, c'est la vitrine. Il faut régler ce problème de violence dans la vitrine dans un premier temps et après on essaiera de régler la violence ailleurs. Mais là quand même, les gamins, ils retranscrivent ce qu'ils voient à la télé. Donc essayons déjà de régler ça. Et après, bien sûr qu'il y a un problème dans le foot en général, c'est clair. On va commencer par le président du Sénat, on en reparlera après. Et puis après, on donnera de bons exemples à tous les supporters. On vous remercie, Éric Dimeco.